Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver ce matin. Nous sommes le mercredi 27 septembre et c'est une célébration très spéciale qui va se dérouler ce soir puisque ça coïncide avec le Mawlid Nabawi Sharif. Donc ravi de vous retrouver ce matin dans votre émission Bonjour d'Algérie. Comme vous pouvez le voir, nous allons parler de Mawlid Nabawi Sharif, mais pas que, puisque nous parlerons aussi donc d'un événement qui va se dérouler samedi 30. Donc c'est la journée mondiale des mers et nous recevrons l'association Récif avec la plongeuse et membre Ryan Dendel. Nous parlerons aussi donc de médecine du sport et nous avons le plaisir de recevoir le professeur Reda Tayar. Il viendra nous parler donc de ses ouvrages, de son métier et de toutes les nouvelles technologies en ce qui concerne la médecine du sport. Et nous continuerons, comme je vous l'ai dit donc ce matin avec El Mawlid Nabawi, nous parlerons de traditions culinaires à travers tout le territoire national et avec Nassima Belkaïdi qui sera là parmi nous ce matin. Et nous aurons aussi l'occasion de recevoir Ahmed Gerik Hassan, donc c'est un habitué de nos plateaux. Il reviendra ce matin nous parler des chants religieux à travers le territoire national aussi, mais particulièrement Alger. Il nous dira tout sur ces chants religieux qui datent depuis des siècles. Et nous continuerons toujours en musique, donc de la musique andalouse avec Abdelmajid Boumaza. Lui, il viendra nous parler donc de son clip, de ses chansons. Il est auteur-compositeur et il nous parlera de musique andalouse avec plus de précision. Voilà donc pour ce matin. Donc, bien entendu, on commence toujours par les nouvelles du ciel avec Mina Abed. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Mina Abed, bonjour. Bonjour Mariam. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Ravi de te recevoir. Comme toujours à chaque fois, là, toujours. Alors, quel temps il va faire aujourd'hui? Il va faire plutôt beau et on va découvrir tout de suite les détails de la brume ce matin sur l'ensemble des régions nord. Un ciel dégagé tout au long de cette journée, à l'ouest, au centre, à l'est du pays, mais avec des cumulus qui vont se former cet après-midi, notamment vers l'intérieur ouest. Un ciel voilé avec quelques orages sur la Saoura, le nord Sahara, le Hogar et le Tassil et le Sahara oriental. Et puis à noter bien sûr des fréquents soulèvements de sable, notamment le long des frontières algéro-maliennes extrême sud, le Sahara central, les oasis ou encore le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord des températures qui vont varier entre 25 et 28 degrés. On notera 30 degrés à Tlemcen, 26 degrés à Batna, 26 également du côté de Djelfa. On notera 31 degrés à Ghardaya, Hassim Saoud, 35 degrés à Béchar, 37 à Ilzi, on notera 41 degrés à Tindouf et enfin 44 degrés. Ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer plutôt calme sur le centre, calme un peu agité à l'ouest et à l'est, avec des vents entre 20 et 40 km/h vers les côtes ouest et entre 20 et 30 km/h sur le centre et l'est. On passe tout de suite à l'Asie pour cette journée. Eh bien, un ciel plutôt dégagé à Jakarta, voilé à Pékin, Hong Kong ou encore Singapour. On notera des pluies à Manille. Côté température, on notera 28 degrés à Tokyo, 24 degrés à Pékin, 36 à Jakarta et enfin 31 degrés à Manille. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Voilà Mina, donc le temps est clément en ce moment. Oui, il fait plutôt beau. Oui, il fait beau, le ciel est dégagé en ce moment, enfin quelques nuages, mais je veux dire que le temps est clair quand même. Oui, oui, oui. Voilà. Pas trop chaud, il fait plutôt bon. Alors, petite question, alors quel est le programme pour ce soir? Qu'est-ce que vous allez cuisiner? J'ai dit vous, hein. T'as remarqué que je t'ai pas dit qu'est-ce que tu vas cuisiner? Oui, voilà.
on cuisine toujours ensemble. Effectivement. Voilà, Donc, rechta pour ce soir? Rechta pour ce soir, oui. Très bien. Bon, je pense que pour moi aussi, ça sera aussi rechta, oui. Les enfants adorent ça. Oui, c'est très très bon. C'est Voilà, c'est un plat typiquement d'Alger. Enfin, Alger équipé et les à tout le environs. monde, hein. Oui, oui, exactement. Voilà. Merci beaucoup, Merci. Vina Abd. Et tout de suite, bien entendu, on continue. Je vous propose donc d'écouter une chanson de Abdelrahman Aziz. Alors, le Mawlid al-Nabawi Sharif. زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه صلوا على بن آمينة صلى الله عليه فارس مكة والمدينة صلى الله عليه صلوا على بن آمينة صلى الله عليه فارس مكة والمدينة صلى الله عليه سيد النبي يشفع فينا قلبي شيق إليه يا عاشقين رسول الله والصلاة عليه زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه يا مسلمين احتفلوا به صلى الله عليه وتبعوا ما وصانا عليه صلى الله عليه يا مسلمين احتفلوا به صلى الله عليه وتبعوا ما وصانا عليه صلى الله عليه دين النبي واحنا إليه قلبي شيق إليه يا عاشقين رسول الله والصلاة عليه زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه صلوا على بدر التمام صلى الله عليه محمد خير الأنام صلى الله عليه صلوا على بدر التمام صلى الله عليه محمد خير الأنام صلى الله عليه شفينا يوم الزحام والصلاة عليه يا عاشقين رسول الله والصلاة عليه زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه صلوا عليه ألف ألف صلى الله عليه على قد شعرة السلف صلى الله عليه صلوا عليه ألف ألف صلى الله عليه على قد شعرة السلف صلى الله عليه سيد النبي قد ولف والصلاة عليه يا عاشقين رسول الله والصلاة عليه زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله. Voilà, donc
Donc, c'était Abdelrahman Aziz Zed Nabi, bien entendu, à l'occasion du Mawlid Nabawi Sharif que nous célébrerons donc ce soir, Lyoum Lilt al-Mouloud. Voilà, et pendant ce temps-là, m'a rejoint Dendan. Donc, alors attends que j'écorche pas ton nom. Ryan, ravi de te recevoir ce matin. Merci. Donc, tu es plongeuse et en même temps membre de l'association Récif. Et un événement va se dérouler ce samedi, un événement très important pour vous. Oui. Alors, ce samedi, c'est le 30 septembre et c'est la journée mondiale de la mer. Oui. Alors, Récif, on organise un événement parce que la journée de la mer, c'est très important pour nous. C'est l'opération Port Propre cette année qui va se tenir à Récif, mais il faut également savoir que nous avons décidé que ce sera une opération étendue sur les 14 wilayas du littoral. Dans le sens du partage et du volontariat, nous avons invité plusieurs associations de plongeurs à travers les 14 wilayas pour rejoindre notre événement de Port Propre. Donc en fait, vous allez nettoyer les fonds marins des ports, des 14 ports. Voilà, des ports de pêche et de plaisance au niveau des 14 wilayas. D'accord. Comment ça va se passer un petit peu dans la journée? Qu'est-ce qui va être organisé? Alors pour notre programme, ça commence à partir de 9h au port de Temnefos-la-Pérouse. Nous allons commencer d'abord les plongeurs et les apnéistes qui vont entrer en mer pour récolter les déchets. Et nous avons également plusieurs activités, par exemple une bouteille à la terre que nous faisons très souvent avec les enfants. C'est une bouteille à la terre, une balade en mer. En fait, c'est pour le recyclage du plastique et sensibiliser les enfants au risque du plastique. C'est très simple, pour chaque 20 bouteilles de plastique PET, PEHD ramenées au club, l'enfant aura droit à une balade en mer à la fin. D'accord. Et donc, est-ce que ces 20 bouteilles doivent être ramassées sur les plages ou au bord de la mer? De préférence, on veut du PET, PEHD qui soit propre, donc de la maison, afin d'encourager les enfants justement à ne pas jeter le plastique, à le garder, à le ramener à l'association pour se dire qu'il sera recyclé. Ok, très bien. Donc, comment ça va se passer? Donc, c'est pas le premier événement que vous organisez, puisque déjà vous avez les éboueurs de la mer. Exactement, ça donc rejoint les éboueurs de la mer. Chaque année, ça y est, on s'est habitué. Les éboueurs de la mer, c'est on va dire le lancement de la saison estivale. En même temps, vous nettoyez énormément de plages. Donc, vous faites appel aux bénévoles et aux gens qui ont envie de venir. Oui, d'ailleurs, pour participer. une bouteille à la terre, notre partenaire annuel, on va dire, c'est l'AND, l'Agence nationale des déchets, qui est toujours là avec nous pour cet événement, toujours pour sensibiliser les enfants. Cette année, nous aurons aussi, dans l'esprit de la solidarité des gens de mer, une opération don de sang avec l'ANS, l'Agence nationale du sang, qui est un de nos partenaires pour cette occasion, et également d'autres ateliers, par exemple un atelier de secourisme. Nous, en tant que plongeurs, le secourisme et le sauvetage, ce sont des activités très importantes pour nous. Nous devons les apprendre et les gestes de premier secours. Donc, il y aura une démonstration au club. Donc, ça se passera où exactement? Au port de la Pérouse. Au port de la Pérouse. Donc, parlez-nous un petit peu, dis-nous un petit peu, étant donné que vous avez l'habitude de faire ce genre d'événement. Quand vous plongez, quels sont on va dire, les déchets et ce que l'on retrouve le plus souvent au fond des mers? C'est toujours le plastique. C'est les sacs en plastique et les bouteilles. Il y en a toujours, mais on peut trouver... Sincèrement, on peut trouver tout et n'importe quoi dans les fonds marins. Vraiment, que ce soit des canettes, que ce soit parfois des meubles, des pneus, on peut trouver absolument tout. D'accord. Et ensuite, une fois que donc, ces déchets ont été sortis des mers, comment ça se passe en fait pour le ramassage? Est-ce qu'il y a un tri qui se fait derrière? Oui, il y aura le tri, surtout pour le plastique qui devra être recyclé. Les pneus aussi, il y a une possibilité de les recycler peut-être. Et ça dépend du type de déchets que nous allons en retirer en fait. Très bien. Donc pour samedi, vous serez combien de plongeurs et combien d'apnéistes à peu près? Pour les plongeurs et les apnéistes, il y en a au moins une trentaine je pense, du club. Et dans chaque club, comme je vous ai dit, à travers le littoral, il y en aura. Il y en aura, Inch'Allah. Il faut aussi souligner que c'est très rare d'avoir une opération dans un pays qui se passe à travers tout le littoral. Généralement, c'est peut-être une ou deux villes, mais nous, aujourd'hui, nous avons visé les 14 wilayas, où dans chaque wilaya, on a visé une association de plongeurs pour faire l'événement avec nous. Et est-ce que chaque wilaya aura, on va dire, à travers la journée, je sais que vous allez faire plusieurs ateliers, est-ce que ce seront les mêmes, ou chaque région aura Non, pour ses nous, propres nous avons initiatives? notre programme, mais sinon le programme pour toutes les villages, c'est juste port propre. C'est les plongeurs et les apnéistes qui vont dans l'eau et récupèrent les déchets. D'accord. Donc, et en fin de journée, est-ce que, on va dire un comptage, et là, ça, c'est pas très joli de dire ça, puisqu'on ressort des déchets, on sait très bien que on va dire, toute la Méditerranée et tous les océans aujourd'hui sont pollués, et on parle même aussi du 6e continent qui est là. Un amas de plastique au milieu de l'océan. Et oui, nous allons voir la quantité de déchets que nous avons, mais aussi pour les enfants, il y aura des balades en mer à la fin du programme, et voilà.
Ah, très bien. Donc, combien d'enfants à peu près vous allez... est-ce que vous avez fait appel aux écoles ou uniquement Oui, en fait, on a fait appel al Kshafa, les scouts. Les scouts Et musulmans? voilà, certains enfants, les membres de l'association, etc. D'accord. Est-ce qu'il y a un âge pour venir participer? Absolument pas. Tout le monde est le bienvenu. Vous venez, vous ramenez des bouteilles en plastique et vous êtes le bienvenu pour participer. D'accord, très bien. On va encore essayer de parler de l'association Récif. Donc, depuis combien d'années Alors, elle existe? l'association Récif a été fondée il y a déjà 30 ans, en 1993. D'accord. Notre siège, c'est le port de Tamin-Fos-la-Pérouse. Et nous sommes une école de plongée qui forme durant toute l'année, des plongeurs et des secouristes. Ah, très bien. Est-ce que vous avez de nouveaux adhérents chaque année? Est-ce que le nombre croît d'année en année? Tout le temps. Nous avons tout le temps des stages, tout le temps de nouveaux adhérents, des jeunes qui sont passionnés par la mer, par la plongée, qui veulent découvrir en fait. Donc on a beaucoup de monde, beaucoup de stages. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont intéressées. Donc, on va dire que cet événement, ça coïncide avec la journée mondiale de la mer. Mais en fait, toute l'année, qu'est-ce que fait l'association Récif? Nous avons divers événements, surtout une bouteille à la terre que nous organisons très souvent. Les éboueurs de la mer, port propre aujourd'hui. Alors, peut-être essayer de sensibiliser, peut-être au niveau des écoles. Est-ce que vous le faites ou c'est Ce sera au programme, Inch'Allah. Tout à fait, c'est très intéressant de viser les écoles, surtout les jeunes enfants, ce sont les adultes de demain. Donc il faut les sensibiliser, que ça devienne un réflexe pour le recyclage et faire attention, surtout où est-ce qu'ils vont jeter les déchets ou quoi que ce soit. Il faut savoir, il faut qu'ils soient conscients que ces déchets, la majorité vont se retrouver dans la nature et surtout dans les océans et ça cause un énorme risque, d'énormes problèmes, particulièrement le plastique, parce que le plastique quand il se dégrade, nous avons déjà la pollution visuelle, les amas de plastique, etc. Tout à fait. Mais ça engendre aussi un danger pour notre santé, pour la faune et la flore. En se dégradant, il va se transformer en microplastiques, c'est des plastiques qu'on ne peut pas voir, qui se retrouvent dans notre alimentation et qui peuvent causer des maladies. Donc c'est bien de commencer par les enfants pour qu'ils adoptent les bons gestes dès le début. Donc quand on dit les enfants, on sait très bien qu'ils ne viennent pas seuls, donc ils sont accompagnés Toujours de leur avec famille. les En fait, vous faites une pierre deux coups en sensibilisant les enfants. Vous touchez comme ça les adultes parce qu'on va dire que les premiers concernés, en réalité, ce ne sont pas les enfants qui polluent. Bien sûr, ce sont en fait les adultes, cette espèce d'inconscience qu'on a. C'est les consommateurs. Nous, en tant qu'association, nous faisons nos événements, nous faisons notre travail, mais ce travail vise particulièrement à la sensibilisation parce que tout seul, on ne peut rien faire. Il faut que ce soit le consommateur, il faut que ce soit le citoyen qui se rende compte de son impact, tout simplement. Si chaque personne faisait sa part du travail, il y aurait beaucoup moins je pense qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes à ce niveau-là. À ce niveau-là, effectivement. Donc, vous, en tant que plongeuse, on va parler un petit peu de vous. Ça fait combien d'années déjà que vous pratiquez la plongée? J'ai commencé à la plongée en 2018. Et en plongée, il y a plusieurs niveaux. Il y a P1, P2, P3. Ensuite, il y a le monitorat. J'ai commencé en 2018 mon P1 et puis j'ai dû arrêter pour des raisons de Covid, etc. Oui, effectivement. Et j'ai repris l'année dernière grâce à l'association Récif que je remercie d'ailleurs et dont je fais partie depuis. Donc samedi, vous serez de la partie? Bien sûr, oui. Tous les membres du club seront là, Inch'Allah. Une petite question qui me vient comme ça à la tête. Quand par exemple vous plongez, je sais que vous avez une durée limitée étant donné qu'il y a les bouteilles. Donc, mais est-ce que vous pouvez replonger plusieurs fois? Alors, en fait, il n'y a pas plus, normalement, il n'y a pas plus de 2 plongées en 12 heures. Mais après, tout dépend de la profondeur et du temps dont on est resté. Le temps de plongée ne sera pas forcément défini par notre bouteille, parce qu'il y a certains plongeurs qui peuvent prendre 2 bouteilles, voire 3 avec eux. C'est surtout par rapport à notre consommation d'air. Parce que quand on consomme de l'air en profondeur, ce n'est pas la même chose quand on le consomme à la surface. Ça a un impact sur notre corps. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Alors, en fait, en tant que plongeur, on est formé à ça. On a des cours théoriques, que ce soit pour le P1, P2, P3. À chaque fois, on a plus de cours théoriques, un peu de physique, un peu de, on va dire, chimie du corps. Comment ça marche et comment ça influence notre corps. C'est pour ça qu'il faut apprendre, il faut faire. La plongée sous-marine, ce n'est pas un sport qu'on peut faire tout seul. On ne peut pas être autodidacte en plongée. On doit être formé, on doit être entouré. C'est un sport de groupe. On ne peut pas aller plonger juste comme ça, prendre une bouteille et descendre. C'est différent pour les apnéistes? Est-ce qu'un apnéiste aussi peut, on va dire, être autodidacte? L'apnéiste, oui, on peut dire qu'il peut être autodidacte, mais les sports en mer, je dirais qu'il ne faut pas l'être. Il faut toujours être accompagné, toujours en sécurité. Il faut toujours être au moins 2. En plongée, on est interdit de plonger seul, il faut toujours avoir un binôme avec soi. Et en apnée, ça devrait être la même chose. Toujours un binôme parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, donc encore juste une petite dernière question. À peu près, vous allez plonger jusqu'à quelle profondeur? Pour l'événement ou en général? Allez, on va dire pour l'événement. Pour l'événement, ça sera au niveau du port. Ce n'est pas une très grande profondeur. Je dirais les grands maximum, ce serait peut-être 8 mètres, je pense, au niveau du port.
Eh ben, Mais en plongée, ça arrive aux 40 mètres. très bien. Merci Merci à vous. beaucoup Denden. En tout cas, voilà, donc on rappelle juste l'événement, ça sera samedi au port de Au Tamanfous. port de Tamanfous. Soyez nombreux. À Donc, partir de 9 heures. à partir de 9 heures, si c'est un week-end, puisque voilà, c'est un jour de repos, les parents pourront amener les enfants. Et c'est une belle occasion de joindre l'utile à l'agréable, en même temps dépolluer un petit peu les fonds marins et aussi une journée en famille. Voilà. Merci en tout cas, merci à encore et bon courage. Et nous, on continue. Je vous propose juste de voir ces images et on revient juste après. Sétif. Voilà, donc j'espère que ces images vous ont fait voyager à travers l'Algérie. Et pendant ce temps-là, m'a rejoint le professeur Reda Tiyar. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Je suis content d'être parmi vous. Tout le plaisir est pour nous. Nous sommes ravis de vous recevoir. On peut dire qu'on vous attrape au vol puisque vous êtes quelqu'un qui bougeait beaucoup à travers le monde entier. Donc d'abord, on va vous présenter. Donc vous êtes professeur à l'université de Reims. Voilà. Et j'ai une partie de travail que je fais en termes de recherche en médecine physique et réadaptation et une partie de travail qui est beaucoup plus orientée vers l'amélioration des athlètes dans tous les sports olympiques et de toutes les disciplines. Et vous savez ce qu'on va faire? On va commencer par le commencement puisque vous êtes d'abord natif de Sétif. Exactement. Voilà, je suis né à Sétif, cité La Pinède, voilà, donc pas loin de Rimfouara. Et donc j'ai fait mes études primaires un petit peu dans une école qui est en face de chez moi. Et puis après, j'ai fait le collège et le lycée à Sétif. Et après, je suis monté à Alger pour faire les études universitaires. Et puis après, je suis porté. Mais en parallèle donc, du cursus scolaire, vous étiez aussi un athlète donc de natation? Voilà, donc j'ai commencé la natation à l'âge de 5 ans. Donc le temps de Sétif, c'est ça? Voilà, à Sétif, à la piscine de Sétif. C'était à l'époque l'ouverture un petit peu du complexe du 8 mai 45. On avait d'un côté la piscine et quand on terminait après l'école, etc., on allait voir justement notre équipe sétifienne de foot. Voilà, donc c'était un petit peu l'occupation un petit peu qu'on avait. Il n'y avait pas énormément de choses, donc on était beaucoup plus concentré vers le sport, quoi, en fait. Voilà, donc c'était absolument pas une mauvaise chose. Oh, c'est une des plus belles périodes de ma vie. Donc le fait de suivre un petit peu les athlètes, de suivre, on avait l'équipe de natation, on suivait l'équipe du volley, l'équipe de football aussi, jusqu'à... Donc vous étiez des fervents supporters? Oui, beaucoup. Donc, comme pratiquement tous les Algériens. Comme tous les Algériens, et puis en fait c'était un petit peu notre passion, et nous on avait...
je dirais l'équipe de Sétif, ben, en fait, on se regroupait avec tous les meilleurs athlètes des disciplines. Ben, on mangeait dans le même resto à midi. Où on retrouvait un peu les footballeurs, Zorgan, Hadjissa, etc. Voilà, je pense les joueurs de volley, Nekar, Nedjar, etc. Et puis nous de la natation, moi, Bella Abderzak, etc. Et donc c'était un petit peu notre jeunesse. Et puis surtout après avec l'âge, en fait, quand je pense un petit peu à ces périodes-là, c'est de la grande nostalgie. Oui, c'est de la grande nostalgie. Voilà. Je sais, apparemment, je crois que vous êtes très nostalgique aussi. Ah oui. Donc, donc un cursus scolaire et en même temps, en parallèle, donc vous faites aussi donc le sport. Est-ce que c'est le fait d'avoir pratiqué du sport qui vous a mené vers ce professorat? Oui. En fait, déjà le passé un petit peu d'athlète, et puis après, quand je suis parti en France, je me suis aperçu que mon niveau un petit peu avait besoin d'un petit peu plus de progrès, etc. Donc en fait, j'ai refait un petit peu mon cursus universitaire là-bas. Donc 14 ans d'études. Oui, j'ai fait 14 ans, et puis jusqu'à ce que j'arrive au dernier diplôme pour devenir professeur des universités. Donc on a après une partie d'enseignement qui est beaucoup plus dans le sport, une partie qui est orientée vers la kinésithérapie, et puis toute une partie de recherche, 50% de notre travail. Et cette partie-là, je la fais beaucoup plus en médecine physique et réadaptation, avec des patients qui sont porteurs de différentes pathologies. C'est les fauteuils roulants, c'est les béquilles, c'est quand on a mal, comment on répare un peu la mécanique humaine. Donc moi, je suis un professeur de biomécanique. La définition, c'est un petit peu les mathématiques et la mécanique qu'on applique au corps humain pour essayer de le comprendre. Donc d'un côté, comment on peut l'emmener jusqu'à ce qu'il gagne une médaille olympique, et de l'autre côté, quand il casse, comment on le répare. Comment aussi le réparer. Donc voilà. Réellement, avec ce suivi, on peut pousser un athlète jusqu'à, on va dire, à aller jusqu'au bout de ses performances physiques? Oui, donc ça c'est une partie. Et puis au jour d'aujourd'hui, en fait, moi je travaille avec pas mal de pays, pas mal d'athlètes, etc. J'ai eu l'occasion d'avoir fait tous les développements d'Arena en 35 ans. Je leur ai fait toutes les combinaisons de natation, etc. Donc en fait, c'est ce que je leur dis toujours. En fait, on voit les athlètes, les recordman du monde, les Manadou, les Popov, etc. Je leur dis, vous savez que c'est du 100% algérien. Ils disent, ah bon, même déjà avec des athlètes algériens. Mais tout ça pour dire que globalement en fait, c'est toutes ces technologies-là. Et puis au jour d'aujourd'hui, la science, en fait, elle a une place tellement importante, et d'ailleurs même c'est un scientifique qui parle, c'est plus de 80% de la réussite pour gagner une médaille. Donc en fait, aujourd'hui, les athlètes, ceux qui ne passent pas par la science, n'ont aucune chance de gagner s'il n'y a pas ces apports-là, parce qu'en fait, maintenant, toutes les autres nations, ils ne sont pas plus forts que la nôtre, d'accord? Mais sauf que en fait, ces technologies d'analyse, de réflexion, de choses comme ça, juste à titre d'exemple, si je prends un peu le nageur des années 70, on disait toujours qu'il a le corvée, oui. Mais là maintenant, en fait, ce prototype-là n'a aucune chance de gagner une médaille. On fait maintenant des athlètes qui sont grands, beaucoup plus fins, pour qu'ils occupent le moins d'espace dans l'eau, parce qu'on a appris cet aérodynamisme. Voilà, donc parce que maintenant on connaît la mécanique des fluides, son impact. Et moi, tous ces aspects-là, c'est ce que j'utilise pour développer avec des industriels des outils tels que les combinaisons, etc. Et donc tout ce savoir, vous l'avez mis donc à travers vos ouvrages. On va montrer quelques-uns de vos ouvrages. Donc si vous pouvez aussi les commenter, les décrire. Donc voilà. Là, par exemple, ici sur ça, c'est orienté beaucoup plus vers l'ergonomie et la médecine. Donc en fait, c'est toutes les dernières technologies jusqu'à l'intelligence artificielle, comment on l'utilise dans le cadre de l'analyse humaine pour essayer de comprendre un petit peu le mouvement. Ça, c'est toute la partie physiothérapie, c'est-à-dire la kinésithérapie, les outils qu'on utilise un peu pour réparer la personne quand elle a une telle ou telle blessure, surtout les sportifs dans le cas de la médecine du sport. Très bien. Donc on a celui-là. Et après, j'espère que je vais pouvoir l'attraper. Voilà. Ça, c'est sur les aspects de la biomécanique dans l'amélioration de la performance humaine. Donc là, c'est orienté beaucoup plus vers comment on améliore un peu la performance de l'athlète pour qu'il gagne une médaille. Donc avec toutes les dernières technologies qu'on utilise, etc. Là, j'ai également des collaborateurs, parce que je travaille beaucoup aussi avec les Brésiliens, avec les clubs de foot, Justement, etc. vous revenez de là-bas il n'y a pas très longtemps. Voilà, et puis celui-là, ça c'est ce dernier livre qu'on a fait. En fait, là, ici, il y a le préparateur physique du Real Madrid, de Barcelone, d'FC Séville, de la Juventus. Donc en fait, on regroupe globalement toutes les dernières informations, les dernières technologies qu'on utilise dans la préparation physique pour, je dirais,
améliorer la performance de l'athlète pour qu'il ne se fatigue pas sur 90 minutes. Et une fois qu'on a préparé l'athlète, on le donne à l'entraîneur pour tous les aspects techniques, etc. Mais globalement, sur cette partie-là, tous les clubs de haut niveau, là maintenant, ont des préparateurs physiques qui sont très très forts et qui sont très très compétents, de façon à donner un petit peu, je dirais, l'équipe à l'entraîneur, clé en main, pour dire, vas-y, là dernièrement au Brésil, j'ai vu Justement, c'est cette voilà. question que j'allais vous poser. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait exactement En fait, sur cette partie-là, en fait, il y a le côté médecine du sport, par exemple, quand il y a des blessures, etc. Je travaille avec des médecins là-bas sur les aspects recherche, comment on répare un petit peu les athlètes, rupture des ligaments croisés, ou telle pathologie, ou telle douleur, etc. Donc là, j'ai tout un groupe de médecins avec qui je travaille. Et puis, les autres approches, c'est sur la performance. Je prends un exemple. C'est comment améliorer la performance du numéro 5 et numéro 9 pour qu'ils sautent plus haut que tout le monde, pour qu'ils récupèrent la balle. Donc là, ça veut dire qu'en fait, on est dans un sport collectif, mais la science aujourd'hui, c'est comme si en fait, il y a du travail individuel. Individuel, donc sur chaque personne est unique. Dans un sport collectif, en fonction. En fait, je prends un exemple, comment on voit beaucoup plus ces aspects-là aujourd'hui, c'est pour dire, en fait, tout individu sur Terre, on a une ADN physiologique, mais qui est propre à chacun. Et mécaniquement, elle sort propre à chacun. Donc, c'est-à-dire que si on prend tous les individus sur Terre, on les fait passer pour voir leur empreinte sous le pied, il n'y en a pas un qui est pareil. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, nous, maintenant, avec l'apport de la science, on part de dire on est différent et on exploite cette différence-là pour faire créer cette cohésion, que ce soit à l'intérieur du groupe, ou de l'intérieur de l'équipe, ou de travailler individuellement avec quelqu'un, par exemple dans le cadre des sports individuels tels que la course, la natation, etc. C'est toujours la même mécanique, et on va prendre la spécificité de l'activité qui va nous permettre de dire, voilà, par exemple, on le met dans l'eau, on l'allonge, c'est un fluide, c'est pas quelque chose de solide. On prend ça et on essaie de voir comment les deux vont s'entendre. Et puis, si c'est un sport de saut, de choses comme ça, etc., c'est comment améliorer un peu la performance en saut, etc. Donc, en fait, ces apports de science aujourd'hui sont tellement importants. Et puis moi, c'est un petit peu ce message que j'aimerais bien sûr que les autorités puissent m'écouter pour qu'on puisse créer, par exemple, une commission scientifique qui gère tous les sports algériens. Parce que il y a, en tant que compatriote qui est né à Sétif et qui a du 100% algérien, c'est de dire, en fait, moi, il y a des choses jusqu'en 2023. En fait, depuis que j'étais jeune, j'entends, je suis champion d'Afrique. C'est de dire, une nation importante comme l'Algérie, il ne faut pas qu'on garde cet objectif-là. Comme champion d'Afrique, c'est bien, mais on voit par exemple des pays voisins, des tout petits pays qui arrivent à sortir des champions du monde. Et nous, en fait, depuis très longtemps, en fait, on se rappelle, on dit toujours, c'est l'Algérie en 1982 qui a battu l'Allemagne. Et après. Mais juste une petite information, peut-être que vous ne l'avez pas. Donc, cette année, pour cette nouvelle rentrée scolaire, le sport est devenu, on va dire, obligatoire au niveau des primaires, chose qui n'était pas les années précédentes. Donc, il y a des moniteurs des sports, des entraîneurs de sport dans le primaire. Et en fait, maintenant, les élèves, dès l'âge de 6 ans, pourront bénéficier donc d'un entraînement sportif au niveau de l'école. Et de là, on pourra, bien entendu, on va dire comme ça, déjà repérer des futurs champions. Et en même temps, donc avec votre aide, Inch'Allah, vous serez là donc, pour pouvoir arriver à contribuer ou apporter un petit quelque chose. Moi, en fait, sur cette partie-là, j'ai eu un petit peu l'information et le fait d'aborder ce sujet, ça me plaît beaucoup parce que c'est tellement important. Déjà, même sans parler un petit peu du sport, de la détection, etc., mais la place du sport, en fait, c'est maintenant, si on prend par rapport à l'obésité, les choses comme ça, d'avoir intégré cette partie-là chez les enfants, je suis ravi, mais vous ne pouvez pas savoir. Tout à fait, nous le sommes tous. Je voudrais aussi encore vous poser, il y a une question que je voudrais vous poser, c'est en fait à propos des textiles intelligents. On a l'impression que ça vient de la science-fiction, mais c'est réellement quelque chose qui se fait et qui donne des résultats extraordinaires. Merci pour votre question. Si je prends un petit peu sur cet exemple-là, moi j'ai travaillé avec Dupont Nemours, c'est des Américains, c'est le premier fabricant mondial du textile pendant plus de 15 ans. En fait, ce qu'on peut faire avec une fibre textile, c'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend ces textiles-là, en fait, c'est ce qu'on appelle en anglais les smart materials. Donc en fait, sur un textile maintenant, on va lui dire, en fait, voilà ta position initiale.
On le met sur l'individu, et l'individu, par exemple, on va dire, il va bouger, il va y avoir des mouvements de torsion, il va partir vers l'avant, vers l'arrière. Et sur ces fibres-là, chaque fibre, on lui donne une information pour qu'elle suit ou elle bloque le mouvement, etc., etc. Ça, c'est le côté performance. Et on va, par exemple, là, actuellement, je travaille sur je dirais avec des industriels, sur un prototype, c'est le corset chez les enfants. Le corset, en fait, c'est gênant, c'est voyant, etc. C'est vrai, c'est très inconfortable aussi. Inconfortable. Et là, en fait, on développe beaucoup plus un t-shirt, un textile qui va donner 10 fois plus par exemple, pour la scoliose, voilà, pour la scoliose chez les enfants. Chez les enfants, par exemple, j'ai tout un axe de recherche en pédiatrie sur les malformations, jusqu'à la scoliose chez les enfants. Et en fait, on va remplacer le corset que par un t-shirt qui n'est pas voyant, parce que c'est gênant pour les enfants, très discret, etc. Tout à fait. Et puis qui va donner 10 fois plus d'efficacité qu'un corset qui est robotisé, qui prend, etc. Là, j'ai vu... volumineux, pas très esthétique. Voilà. Oui. Et puis, on n'oublie pas le regard des autres. C'est une partie qui est très très importante, et j'espère que sur ces parties-là, pourquoi pas les premiers prototypes qu'on n'utilise pas dans mon pays d'origine. Exactement. Pour les escarres aussi, donc il y a aussi de la nouveauté pour les escarres Oui, pour les escarres, en fait, justement, parce que moi, en fait, j'ai eu la chance d'avoir travaillé avec Adidas, avec Arena, etc. pendant pas mal d'années. Les fabricants, ils ont beaucoup les moyens, et donc là, en fait, toutes ces technologies que j'ai eues par l'intermédiaire du sport, je l'utilise dans le côté médical. Je prends un exemple, quelqu'un qui est sur un fauteuil, en fait, le fait d'exercer la même pression dans la même zone, etc., c'est les escarres qui vont apparaître. Et la dernière fois, j'ai montré à mes étudiants, les escarres, c'est la peau, le derme, l'épiderme, tissu conjonctif qui part, le muscle, et on arrive même à voir l'os. Donc c'est quelque chose vraiment de très important. Et le fait d'utiliser, par exemple, les combinaisons de natation, en fait, on leur a développé une combinaison. Quand on la met chez le patient, on le met dans l'eau, il flotte comme un bouchon. Parce que déjà, ils ont les mains comme ça, et pour flotter, il faut qu'il y ait des incidences de la main avec l'eau. Et donc le fait qu'il flotte, qu'on change la position du fauteuil et du lit, on voit même des patients avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et ça n'a pas de prix. Des fois, ils me disent, oui, tu as travaillé avec Popov, avec Manadou, etc. D'ailleurs, même l'année où Manadou, la Française, elle a gagné 4 médailles d'or, juste après, j'ai travaillé sur ce projet-là avec les patients à l'hôpital de Garches. Et quand j'ai vu les patients, je dis j'ai eu une fierté beaucoup plus importante que la médaille d'or chez les patients. Voilà. Alors, obrigado. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ce fut passionnant. Et j'espère qu'on pourra, comme on dit, exploiter tout ce savoir que vous avez. En tout cas, nous sommes très fiers de vous avoir reçu. Nous sommes très fiers de vous puisque vous représentez l'Algérie à l'international. Voilà. Merci. Merci beaucoup, professeur Reda Tayar. Merci beaucoup. Donc, restez avec nous. Je vous propose donc de faire une petite balade à travers le territoire national. Et c'est Faria El-Hamdi qui nous propose de voir comment nous célébrons El Mawlid Nabawi Sharif à travers toute l'Algérie. Le Mouloud est la commémoration de la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Elle est célébrée chaque année le 12 Rabi' al-Awwal. Bien qu'il y ait des pratiques communes à la célébration du Mouloud en Algérie, certaines diffèrent d'une région à une autre. Le Mouloud est célébré d'une façon unique en son genre dans le sud algérien et plus particulièrement dans deux wilayas, celle d'Adrar et de Béchar. À Touet, Gourara, Tidikelt, trois régions où on célèbre le Sbour du Mawlid Nabawi, fête classée au patrimoine mondial immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2011. Des troupes folkloriques donnent un cachet exceptionnel à ces festivités à travers des chants et danses typiques de la région. C'est un vrai spectacle qui s'offre aux touristes. En plus d'être une fête, le Mouloud el-Nabawi est aussi un moment de spiritualité où les fidèles rejoignent les mosquées.
Ses membres sont appelés pour réciter des versets du Coran, des prières, des chants, des madih et de la poésie. À Cherchel, un air de fête particulier aussi règne. En cette occasion, l'Amnara, comme on le nomme à Cherchel, est au cœur de cette célébration. Et les Cherchelois la connaissent depuis longtemps. Chaque année, on célèbre le Mawlid al-Nabawi de cette façon. Toute la famille se réunit autour d'un bon dîner et l'Amnara fait partie de notre tradition ici à Cherchel. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, la naissance du prophète se déroule dans la joie et la spiritualité. Les festivités débutent la veille par la préparation d'un repas spécial qui réunira toute la famille au dîner. Les anciens habitants de la Kasbah d'Alger célèbrent aussi la fête du Mawlid au mausolée Sidi Abderrahman al-Ta'alibi. Tous regroupés pour réciter les sourates du Saint-Coran et des poèmes religieux dans le style des Mouachahat. El-Mawlid al-Nabawi a une symbolique et un charme bien particulier pour l'Algérien. L'événement pose son décor. Des semaines avant le jour J, toute la famille vit à l'heure de ce jour. Ancré dans la culture et les mœurs sociales de toutes les couches de la société à travers les 4 coins du pays. Voilà, c'était un reportage signé Feriel Hamdi. Et pendant ce temps-là, Ahmed Guiri Hassan est là. Et là, il va nous parler donc ce matin de chants religieux. Bonjour et merci d'être parmi nous. Merci Mariam, encore une fois très heureux d'être parmi vous. Comme d'habitude, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, j'ai dit c'est un habitué, il a l'habitude de toujours, à chaque occasion, de venir nous parler un petit peu de choses et d'autres, mais aujourd'hui spécialement donc de chants religieux. Exactement. Donc premièrement, on félicite les jeunes pour la rentrée, bonne rentrée sociale, bonne rentrée scolaire. Donc voilà, comme chaque année, c'est périodique, ça revient, on est enchanté, on est ravi, on est heureux de revenir à la célébration du Mawlid Nabawi Sharif. Donc ça nous rappelle de très beaux souvenirs avec nos grands-parents, des souvenirs d'enfance, les écoles. Donc je me souviens, c'était la grande fête. Parce que c'était une fête où il n'y avait pas de... tout le monde était prisé, donc tout le monde était honoré, tout le monde, il n'y avait pas d'examen, il n'y avait pas de concours, il n'y avait pas bien sûr il y avait les petites moussabaqat autour de la sira, mais tout le monde était ravi parce que c'était le Mouloud. Donc nous on vivait ça avec nos grands-parents et on sentait que Rasoul alayhi salatu wassalam était présent parmi nous, tellement il nous faisait vivre la chose pendant 2 semaines, 3 semaines à l'avance, donc les préparatifs et puis les histoires le soir. Donc Rasoul alayhi salatu wassalam a fait ceci, il a fait cela, il a souffert pour nous, voilà ce qu'il a enduré, on l'a frappé, on lui a cassé le menton, et nous on voyait ça, donc ça devenait quelque chose de physique, on rêvait de ça. Et puis le jour J, c'est le fameux repas. Mais il faut dire que c'est pas venu comme ça, donc c'est pas ex nihilo. Bien sûr, on sait très bien que le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas aussi arrogant que ça pour prétendre fêter de lui-même son anniversaire, donc bien sûr qu'il ne l'a pas fait, mais la fête a été créée, la célébration, et les musulmans l'ont de tout ont fait, je crois, peut-être 1-2 siècles après l'ouafat à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, donc ils ont commencé à la fêter, mais c'est devenu quelque chose d'institué, d'une célébration, pour des raisons historiques. Chez nous, donc au nord de l'Afrique, et à l'Andalous aussi à l'époque, donc ça a commencé à Ceuta. Il y avait un qadi, Abou al-Abbas al-Azfi, qui a noté une chose. Donc il a remarqué que les gens attendaient la Noël avec beaucoup de ferveur.
Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup d'activités commerciales autour. Bien sûr, c'était des sociétés mixtes, donc il y avait encore des chrétiens qui vivaient en Ceuta, l'Andalous et même chez nous en Afrique du Nord. Donc il y avait beaucoup de mélanges. Donc les gens attendaient parce qu'il y avait beaucoup de rawaj, comme on dit. Donc il y avait, en termes commerciaux, donc il y avait beaucoup d'activités. D'effervescence. Donc, et on le voit toujours chez eux. Donc les foires de Noël, il y avait beaucoup de choses. Et les musulmans ont commencé à être plus attirés par ça qu'autre chose, parce que c'était des commerçants aussi. Il s'est dit que pour leur dire que c'est illicite, c'est pas ceci, c'est pas cela, ça ne va pas les convaincre, parce que c'est une question de pécuniaire, donc les gens cherchent à vivre, donc c'est normal, ils cherchent du profit, bien sûr. Donc il fallait leur donner un palliatif, donc il a petit à petit commencé à célébrer le Mouloud. Au début, il passait dans les petites écoles, les écoles pour les petits. Donc, il rentrait dans chaque école, il ramenait des bonbons avec lui. Donc, il leur posait des questions aux petits, donc sur la vie du prophète pour les encourager à aller chercher. Et petit à petit, ça a commencé à faire un effet de boule de neige. Donc de Ceuta, c'est passé au royaume al-Mouhad. Au royaume al-Mouhad, devenus les royaumes d'après, notamment les Ianides, à Tlemcen, ils en ont fait une célébration. Donc c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Donc avec une procession qui passait dans les rues, avec les 4 grandes bougies immenses comme ça, donc des trônes, donc ça se déplaçait. Et puis donc avec la disparition de ces dynasties, les gens ont intégré ça comme une célébration familiale. C'est ce qu'on vit maintenant. Donc c'est rentré dans la tradition et c'est resté dans les milieux religieux. Et dans les milieux religieux, bien sûr, dans les mosquées, donc qu'est-ce qu'il y a? On lit le Coran, bien sûr, mais il y a aussi Sama, il y a aussi le Nashid Dini, comme on dit ça. Donc c'est les chants religieux. Donc il y a un répertoire particulier qui est consacré au Mouloud. On appelle ça le Mawlidiyat. Exactement. C'est des poèmes. Et ici à Alger, donc, il y a les Mawlidiyat des anciens muftis d'Alger. Donc, on commence par Sidi Ahmed ibn Abdullah Zouaoui al-Jazairi, qui était élève de Sidi Abdelrahman. Donc, ça remonte à 5-6 siècles. Et puis, donc, il y a le mufti ibn Al-Labi, il y a Mohamed ibn Shahad, il y a Sidi ibn Ali, il y a Ahmed ibn Ammar. Donc, tout ça, on a leurs poèmes qui ont défié l'histoire. Qui ont traversé les siècles. Exactement. Et ils sont jusqu'à présent existent. Et donc avec l'occupation française, là on voit une très belle image d'une célébration qui a été faite pendant les années 50 donc à Sidi Abdelrahman. Numéro 3 c'est Amer Reda Bstanji. Donc il y a plein d'autres noms. Donc on voit est-ce qu'on voit c'est Mohamed Lekhel, Bondedrat, je ne sais pas. Donc il y a numéro 1 c'est Mohamed Fakharji. Fakharji, oui. Donc c'est lui, il était Cheikh al-Hadra. Et la célébration Sidi Abdelrahman, c'est le début. Enfin, le début, c'est au début du mois, début de Rabi' al-Awwal. Donc, ils vont à Sidi Abdelrahman, ils enlèvent tous les accessoires qui sont accrochés, ils nettoient le mausolée de fond en comble. Donc, et puis, ils réinstallent tout. Et puis, la semaine d'après, commence la célébration. Donc, on commence à Sidi Abdelrahman. C'est le repère des Algérois, c'est le père fondateur d'Alger. Voilà. Et en fait, donc, ça s'étale sur le mois complet de Rabi' al-Awwal. Et puis, il se déplaçait. Il se déplaçait, donc chaque semaine, il allait quelque part. Il y a Jama' al-Kbir, Jama' Jdid, Jama' Kchawa. Ils vont jusqu'à Sidi Mohamed, donc ils se déplacent. Et à la fin, ils reviennent à Sidi Abdelrahman pour la clôture, bien sûr, c'est très important. Et à Sidi Abdelrahman, ils lisent aussi, ils font le chant à Sidi Abdelrahman, à Sidi Mansour et à Walidada. D'accord. Et il y a aussi, il y a deux autres, Sidi Wadah et Sidi Fleh, je pense. Là aussi, donc, ils ont aussi leur part de chant religieux. Donc, toutes ces traditions, bien sûr, ça, c'est pas fait juste comme ça. Donc, il y a des textes, et les textes, quand on les lit, on comprend que c'est du dhikr. Donc, premièrement, c'est pour le dhikr. Deuxièmement, c'est pour le dhikr. Troisièmement, c'est pour le dhikr. Quatrièmement, c'est pour le loisir. On fait un peu c'est un chant, donc il y a des mélodies. Et les mélodies utilisées, c'est les mélodies de l'andalou. Exactement. Ce qu'on appelle, c'est la musique classique algérienne, donc ce qu'on appelle communément la musique andalouse. Maintenant, ils ont inventé le mot sana'a. Je ne sais pas qui l'a inventé, mais c'est pas le terme correct. Ailleurs, bien sûr, ils ont leur tradition. À Constantine, ils ont le barzanji,
qu'ils lisent. C'est un texte qu'ils lisent pendant tout le mois. Donc, à Tlemcen, ils ont le majalis, je vais vous interrompre. Je vous propose de regarder le sujet de Samia Bouarour. On regarde juste le sujet et on revient juste après. Ok. Farid Dehimen, ce dentiste passionné du patrimoine, rejoint ses frères pour mettre au point les derniers détails des chants de louange au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, qu'on appelle El Mawludiyat. Ces Mawludiyat, c'est des qasaïd. Je faisais les qasaïd depuis avant même d'aller à l'école. À moins de 6 ans, à la maison, mon père il a perpétué cette tradition. Et puis en grandissant, il y avait au niveau des mausolées, qu'on fêtait les Mawludiyat. Et plus tard, c'était les associations musicales, spécialement andalouses, qui ont porté le fardeau. Mais avec les dernières générations, ça a tendance à disparaître. Avec la mort et la disparition des qsadin, comme Cheikh Bakir, Msekji, quand ils sont partis, il y a le vide. Plusieurs qsides issus du patrimoine sont interprétés la veille et le jour du Mawlid Nabawi Sharif pour évoquer la biographie du prophète et ses valeurs basées sur la paix et la bienfaisance. Et Ya Rasulallah, messager de Dieu, Antanour, tu es la lumière, c'est le mois de lumière et de la beauté, Rabi'ul Anwar, Rabi'ul Jamal. Depuis quelques siècles, l'ère ottomane, il y a un mufti hanafite qui a proposé, c'est lui qui a initié l'introduction des moshahat, plutôt des mélodies de la musique classique algérienne, dite andalouse, dans le djed, dans les textes religieux. C'est comme ça qu'il y a eu ce brassage. D'ailleurs, si on va citer les grands messieurs, que ce soit du monde andalou ou bien des qsaïd, des Besh Qassadin et des Qassadin, on va trouver par exemple Bent Fahi, on va trouver Mahyiddin Likhel, on va trouver Bashtarzi, qui sont des grands noms de la musique andalouse, et en même temps c'est des Besh Qassadin. Beaucoup de travaux de recherche ont été entrepris pour sauvegarder ce patrimoine. C'est des poèmes, c'est des textes écrits par des ulama, des savants tels que Cheikh Ben Shahed, Sidi Ben Ali Al-Jazairi, Cheikh Sidi Boumediene, Tlemceni, et ça a été regroupé. Et notre repère, c'est Majmou' al-Qasaïd, qui était imprimé par l'imprimerie Rodosé dès la fin du XIXe siècle. Ensuite, il y a eu le travail qui a été accompli par M. Reda Bastanji et Ahmed Grig Hassan. Ils ont regroupé tout ça à partir d'un livre et de son oncle qui était Bash Qassad. On se réunit ici pour apprendre ces qsaïd qu'on déclame la veillée et la matinée du Mawlid pour perpétuer cette belle tradition. Allahumma salli Cette tradition, qui date de plus de 6 siècles, qui unit les familles et les cœurs, demeure une occasion pour rappeler encore une fois la bonne conduite et les nobles valeurs de notre prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Voilà, c'était un sujet de Samia Bouarour. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ce sujet? Qu'est-ce que je peux dire? Je suis très heureux parce que c'est une amana que nous ont légué les anciens, notamment Amer Allah Yarhamou, et puis plein d'autres, donc qui avaient peur que la chose n'arrive à extinction, parce que les textes se perdent aussi. Les textes sont là, mais il y a la tradition, parce que vous savez, on a tendance maintenant à vivre nos traditions comme des
des touristes étrangers. Donc on voit avec exotisme l'ancien, mais il faut le vivre, il faut être un agent actif dans la préservation. On peut pas être, enfin, je ne peux pas me conduire devant mon patrimoine comme si je partais, je ne sais pas, chez les Esquimaux et observer leurs traditions en disant « Oh, c'est beau, c'est merveilleux, ils ont une façon d'être qui n'est pas la nôtre, bon, c'est très intéressant. » Je prends quelques photos et je reviens chez moi. Donc, c'est pas ça. Donc, pour faire vivre la tradition, pour la perpétuer, il faut être des agents actifs dans ce travail. Et c'est ce que font ce groupe d'amis. Donc, c'est une journée de répétition. C'est la dernière ligne droite pour la célébration de demain. Donc, ils ont choisi des textes. Ils sont entraînés pendant une année. Donc, ils se retrouvaient chaque week-end, chaque vendredi pour répéter, pour se corriger, pour trouver la mélodie. Toute une discipline. Bien sûr, c'est tout un travail. Comme disait Cheikh Farid Himen, au début, c'était les associations qui se chargeaient de ça parce qu'ils étaient conscients quand les anciens étaient là. Donc, ils savaient qu'il y avait deux répertoires. Il y a le répertoire profane, il y a le répertoire religieux. Donc, ils les gardaient en même temps, en parallèle. Maintenant, depuis, je ne sais pas, quelques années, ils ont tendance à oublier l'existence, ou certains ne connaissent même pas l'existence du répertoire religieux. Donc, cette tradition va se perdre, si ce n'est... Vous me l'avez dit ça hier, qu'en fait, il y avait on perdait un petit peu donc, le côté musical. Les textes sont là, exactement. Mais en fait... Par exemple, le prélude, Allahumma salli bi tawlil mada, il est chanté d'une certaine façon. Il n'y a pas de contrepartie dans le profane. En général, on trouve toujours, pour ce texte, on a un autre texte qui est aussi. Là, on voit, c'est la couverture du Kunnash de Cheikh Mohamed Bistanji, qui était l'oncle de Amir Reda. Lui, il était Bash Qssad. Donc, il a laissé son registre, où il a noté toutes les qasaïdes qu'il chantait. Donc, il y avait plus d'une trentaine de qasaïdas. Donc, avec le mfatih, comme ils appellent ça, c'est le vis-à-vis en profane. Donc, normalement, quand on a ce texte, on peut chanter le texte selon la clé qu'on a. Donc, on n'a pas de partition, donc, mais on a les repères. Donc, ce texte, cette partie du poème, va être chanté selon. Mais il y a des différences quand on essaie de le faire de nous-mêmes, donc on calque directement. On est satisfait, on s'est dit oui, ben c'est bien, on a fait. Mais dès qu'on trouve un vieux enregistrement et on l'écoute, on voit que oui, il respecte la mélodie, mais c'est pas la mécanique, donc c'est pas fait mécaniquement. Il y a toujours des différences. C'est ce qui rajoute un peu à la richesse du répertoire musical algérien. Donc si on perd tous ces enregistrements et quelques-uns sûrement, quelques mélodies, quelques façons de chanter sont sûrement chez les anciens qui sont encore vivants, Rabbi yahfadhom. Donc si par malheur ils disparaissent, donc il y a encore une fois une partie de notre patrimoine va disparaître. Et il faut dire que aussi cette célébration à la façon algéroise, qui concernait Alger, Blida, Cherchel, Mdia, Qléa, donc cette façon de faire, c'est une célébration du prophète, peut-être l'une des plus anciennes du monde musulman, qui a été gardée telle qu'elle. Elle date de 5 siècles. Il n'y a pas plus ancien. Même le Souboua de Timimoun, il n'est pas plus ancien que cette célébration. Parce qu'on parle de l'époque de Sidi Abdelrahman Ta'alibi. Certains textes sont interprétés selon le mode de la sana. Exact. J'aime pas le terme sana. Oui, vous venez de le dire juste. J'appelle ça musique classique algérienne. Oui. Donc, on appelait ça l'ala. Donc au début c'était l'ala. Donc il y a Nissanani, même le terme de l'andalou, on sait maintenant qu'il a introduit. Donc, et la Sanaa, donc on soupçonne, on a quelques suspects. Donc, vous êtes en train d'enquêter, je crois. Exactement. Donc, c'est des termes qui faussent un peu le... Et donc, oui, c'est vraiment l'équivalent, c'est vraiment le vis-à-vis. Donc, parce que tout le monde aime chanter, tout le monde aime s'amuser, mais bien sûr, un alim ne va pas s'amuser tel qu'un jovialement, tel qu'un jeune de 18 ans. C'est pas la même chose. Mais c'est une culture. Même quand on fait l'adhan, le adhan chez nous, il était fait à notre façon.
qu'on parte en Kabylie, au Sahara, à l'ouest, à l'est. Donc maintenant, on avait ce cachet, on avait un cachet. Et chaque localité avait son propre cachet. Donc, et c'est tout à fait normal parce que ça allait en symbiose avec la nature. Quand tu es à côté de la mer, à Alger, et tu entends un adhan selon le mot Zidane, c'est tout à fait normal, c'est naturel. Ou bien du Sihli, ou bien je ne sais quoi. Donc, mais quand on voit au désert et on entend donc à côté d'une oasis, on entend l'adhan déclamé selon Tindi avec ce timbre local très très propre à eux. Donc c'est tout à fait naturel parce que ça va en symbiose avec tout ce qu'on a comme dunes, comme palmiers, comme images, et c'est naturel. Maintenant qu'on vienne ici déclamer selon ce que font les autres ailleurs, ou qu'on parte ailleurs déclamer, non, ça ne peut pas coller parce qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, donc rendez-vous est pris, donc si tu permets. Oui, bien sûr, bien entendu. Donc, demain, Inch'Allah, donc à la mosquée Oumma, parce que depuis les travaux de restauration de Sidi Abdelrahman, donc on s'est réfugié à Jama' al-Umma. Donc demain, Inch'Allah, tout le monde est invité. Marhaba bikoum jami'an. C'est à partir de quelle heure? 9h, 9h30, Inch'Allah, on va commencer. Donc c'est Sbihat al-Mouloud. Et l'après-midi, on va faire quelques qsaïd aussi au palais de la culture Moufdi Zakaria, parce qu'il y a une activité autour du Mouloud et on nous a proposé de faire. On a dit que oui, donc voilà. Très bien. Donc, voilà, et pour ce soir? Ce soir, c'est la célébration se fait. On a une fête, la fête classique qu'on fait à la mosquée. Donc, il y a eu une musabaqa de tajwid pour les petits. Donc, entre le Maghreb et l'Isha, il y aura des doros autour de la sira, autour du mouloud. Et puis, la distribution des prix pour les petits. Donc, c'est très classique. Et, bon, bien sûr, le dîner à la maison avec la famille. Allez, on va vous poser, aujourd'hui, c'est la question incontournable. Quel sera le menu de ce soir? Normalement, tchurtchour. Ah, tchurtchour, d'accord. Parce qu'on change, on n'aime pas garder. Donc, entre une célébration et une autre, donc, on fait couscous, rechta, tchurtchour, puis on revient, puis on change, puis on fait des choses comme ça. Et tout ça aussi, ça donne cette espèce de cachet, cette espèce de saveur à Al-Mawlid al-Nabawi Sharif. Voilà, donc tout le monde est, on va dire, est impliqué du plus petit au plus grand, en passant par les femmes. Juste pour l'anecdote, donc mon grand-père, une fois, donc au moment du Fajr, il allait nous réveiller pour lancer quelques pétards. Parce que pour lui, c'était le moment où le prophète était né. Donc on devait... On lui dit, mais grand-père... Tout le monde dort. Donc il vivait, donc pour te dire comment les anciens vivaient le mouloud. Donc c'était le prophète, il était devant leurs yeux. Donc, et il le célébrait avec le plus grand des amours et avec beaucoup d'affection. Et il le vivait comme ça, viscéralement, comme dirait l'autre. Donc, voilà. Très bien. Voilà. Ben, encore peut-être une petite question moi, qui m'interpelle quand on parle de chants religieux. On parle aussi de vibrations. On dit que les vibrations en général influent sur le corps humain, sur l'esprit, sur même peut-être cette piété. On revient un peu à la médecine antique, donc l'ancienne. Enfin, on dit ça, on appelle ça maintenant la médecine Tab al-Badil, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Mais en fin de compte, c'est la médecine actuelle qui est Tab al-Badil, parce que ça, c'est une vieille médecine qui a plus de 2000 ans. Pour eux, donc, ils associaient les humeurs aux différentes mélodies. Donc, nous, on dit tobo, on ne dit pas maqamat. Et il y a taba'i, c'est la nature de l'être humain. Donc il y a les 4 éléments, donc on a comment on appelle ça, la bile, on a le sang, donc il y a d'autres. Donc ils sont tous associés. On raconte, donc juste pour expliquer qu'une fois, El-Farabi a été invité à un dîner, donc il y avait plein de... Et ils lui posent cette question, est-ce que c'est vrai que la musique a de l'influence sur le corps humain? Il leur dit, ok, je vais vous jouer quelques morceaux. Donc il joue un morceau et ils deviennent tous très... donc ils commencent à rigoler, à blaguer parce que c'est une atmosphère qui s'installe comme ça. Et puis ils changent de mélodie, donc ils deviennent tous tristes, ils changent de mélodie, ils ont faim.
Donc ils demandent à manger, ils mangent, puis ils leur jouent encore une fois, tout le monde s'endort, ils en profitent pour partir. Donc pour te dire que oui, ça a beaucoup d'influence sur Des fois quand on écoute une musique et on est de mauvaise humeur, donc tout de suite on change d'humeur, on est tout content. Plus apaisé. Plus apaisé. Et des fois au contraire, on est très heureux, on entend quelque chose de triste, parce que ça nous touche comme ça et tout de suite ça nous attriste. Donc ça a beaucoup d'influence. À l'époque, même Ibn Sina parle de traitement avec la musique. Donc, parce que ça aide à remonter le moral. Il y a des aspects aussi mélancoliques et nostalgiques. Exactement, aussi. La mélancolie, c'est lié à la bile. Donc, et on connaît quelques mélodies. Des gens, quand ils écoutent l'Hsine, par exemple, ils te disent « Ah, ça me rend malade, ça me rappelle les anciens, c'est très nostalgique. » Le gharib aussi. Le gharib, non, il est plus jovial. Le zidane, il est plus jovial. Parce que le gharib, il est fait pour recevoir les gens. Donc, on souhaite la bienvenue aux gens. C'est pas parce que le nom est gharib que c'est triste. Plutôt, c'est l'Araq et l'Hsine. Je ne suis pas très connaisseur en termes de... D'accord, il y a le Sihli aussi. Il y a Sihli qui est aussi très gai, très jovial. Donc, comme quoi les ondes et toutes ces vibrations influent réellement, c'est quelque chose qui... Il faut faire l'expérience, même pour les gens qui ne croient pas, donc ils peuvent faire l'expérience. Donc, ils passent d'un mode à un autre. Il y a 7 modes essentiels, principaux, donc ils passent. Il y a les noubas qui sont divisés sur les différents modes, il y a les 7 modes. Donc, quand ils vont dans les différents modes, ils verront qu'il y a beaucoup d'influence sur l'humeur de Il y a aussi la l'équivalent donc chez les Grecs aussi, dans la musique grecque. Oui, il y a quelques travaux de recherche, très anciens travaux de recherche qui ont été faits. Bon, déjà, les orientalistes, quand ils ont été confrontés à la musique arabe, donc là, le premier repère chez eux, c'était la musique grecque. Donc, ils sont partis comparer entre... Donc, il y a beaucoup de comparaisons de ça. Mais depuis, donc, nous, on ne l'a pas fait. Donc, de notre côté, on n'a jamais fait le pas pour essayer de comparer. Sauf dernièrement, j'ai vu un travail qui a été fait pour comparer la musique classique nord-africaine à la musique chrétienne médiévale. Donc, il y a des similitudes. Est-ce qu'il y a des transferts? Dans quel sens ont été faits les transferts? Ou peut-être l'homme, c'est juste l'homme, on a la même structure, donc on retombe sur nos pieds. Donc physiologiquement, on est les mêmes et sûrement sensibles à la même chose, donc on tombe sur les mêmes mélodies. C'est tout à fait naturel. Et puis, il faut dire aussi que ces mélodies ont été prises de la nature. Donc, il y a des chants d'animaux qu'on peut repérer aussi, donc, qui ont inspiré les anciens. Et donc, ces animaux existent partout, le vent existe partout, la pluie, quand elle tombe, elle existe partout. Donc, on retrouve tous ces éléments donc, quand on cherche profondément. Donc, je ne suis pas spécialiste, moi je suis juste un amateur, mais des fois, ça me rappelle quelques notes, sont un peu curieuses. Il y a certaines similitudes. Exactement. Ouais, très bien. Merci en tout cas beaucoup. Merci à vous, merci pour l'invitation. Allah yaïchik mouloudek à toi aussi. Et je vous propose tout de suite d'écouter une chanson et on revient juste après.
ويسيروا معايا الفقراء ثم نبرا ما نحس وما نوجد سيد الأبرار ينجينا من صهد النار انت المختار صدق الوعد المرشد الله علم في كل مكان والصلاة على أحمد مضلل في الغمام Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Moi, en tout cas, franchement, ça m'a mis, comme on dit, ça m'a mis de bonne humeur et ça donne du peps. Et pendant ce temps-là, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Boumaza. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Marhaba bik. Allah yisselmek, merci pour l'invitation. Une très belle occasion très, déjà très heureux d'être parmi vous à cette occasion-là du Moulid Nabawi Sharif. Inch'Allah, ينعاد علينا بالصحة والهنا الجميع الجزائريين إن شاء الله الأمة الإسلامية كلها. Et je remercie l'émission Canal Algérie et Bonjour d'Algérie qu'elle a eu l'honneur de m'inviter dans cette journée-là que je n'oublierai jamais parce que un produit pareil que j'avais préparé, c'était ça, en cette occasion que نتفكروه كل عام يعني. C'est vraiment agréable. C'est une journée pareille. Inch'Allah, ينعاد علينا بالصحة والهنا لكل الأمة الإسلامية Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc on rappelle, Monsieur Boumaza, vous êtes auteur-compositeur et donc vous êtes aussi professeur de musique andalouse. Et l'année dernière, donc vous avez, on va dire, sorti une chanson. Oui, c'est Taj Rassoul. C'est Taj Rassoul, effectivement. Voilà. Parlez-nous un petit peu comment c'est venu, combien de temps vous avez pris. Je ne vous cache pas, ce produit-là, je l'ai fait avec un petit encouragement de la famille, de mes amis, de mes élèves, de l'entourage artistique, parce que vu tout ce que j'avais fait comme formation, et comme j'ai donné une bonne formation à certains élèves et vertueux élèves sortis sur le monde artistique, je vous dirais que c'est un encouragement qui m'a fait pousser à créer quelque chose et mettre une touche à cette chanson-là, qui est Taj Rassoul, qui est ma composition, et c'est les paroles de Riyad Abdel Halim, Allah yarhamou bi rahmatillah. Carrément, cette chanson-là, que j'avais préparé ça remonte à très longtemps. J'avais 30 ans à cet âge-là. Donc c'est vraiment un projet qui date depuis très longtemps. Très longtemps. On peut pas dire qu'il n'a pas mis du temps à mûrir. Hein. Oui. Je l'avais préparé parce que c'était un duo avec Manel Gherbi. Et voilà, c'est le produit qui passe. C'est celui-là. On va l'écouter tout à l'heure, on va avoir le plaisir de justement, je l'avais préparé. Manel Gherbi, elle était élève chez moi. Elle avait l'âge de 13 ans et on avait pensé à lui faire quelque chose ensemble. C'était à cette occasion-là. Donc c'était pour le Maoulid Nabawi Sharif que vous avez... Voilà. C'était une émission télévisée sur une chaîne algérienne. La veille, on nous a invités dans cette émission-là. Et puis le soir, on est parti au studio, carrément l'enregistrer. On avait passé le matin. C'était une nuit blanche pour nous, passer directement. Ça remonte à très longtemps. J'en étais déjà des jeunes, donc étant jeune. Et actuellement, je voulais le faire revivre cette chanson-là. Et puis, c'était à l'occasion. Et Nima Allah yarhamha, quand كل ما تكون هكذا المولد النبوي الشريف, c'est une occasion où ما ينساوهاش كاع يعني العجائز عندهم عوايد ما شاء الله كيما حنايا يعني في مليانة. حنا je suis de Miliana. Et la région de Miliana عندهم واحد
طوابع يعني ما شاء الله يديروا المنارة يديروا يعني واحد الحاجات يعني. Donc vous avez beaucoup de traditions particulières à Miliana. الحق يعني عندهم واحد الحوايج ما شاء الله يعني المديح يجمعوا الدراري هكذا لي زونفون دي زادولت دي زاجان دي زاجي هكذا يا دي بيرسون اجي ويمدحوا ما بيناتهم والمناره شاعله والحلويات يعني والطمينه يعني واحد Donc on était vraiment dans l'ambiance, on baignait. Et c'était quelques jours auparavant ou déjà que les préparatifs se faisaient? Oui, c'est bien sûr. هذه يبريباروها ببي ان موا دافونس. كل واحد واش يوجد حاجه في دارو ويديروا اللمه هكذا في السحين كما يقولوا ويقعدوا ما بيناتهم. وذكريات هذيك فريمون حلوين بزاف وكانوا يدخلوا في ما بينها المديح يدخلوا البقاله كانوا يدخلوا بقالات ما بيناتهم يعني حلاوتها كانت الآلة كانت الناس تغني يعني يافي دي جون كي سانتيريسي سور المديح يغنيوا يمدحوا عليه البقالات et tout. Donc je me suis dit pourquoi ne pas préparer quelque chose puisque il y avait Riyad Abdelhalim Allah yarhamou qui m'avait préparé ce texte là que ça remonte à très longtemps que j'avais fait un duo avec Manal Gharbi. بعد قلت نعاود نحييه je voulais le revivre et c'était ça grâce à ce produit là que ça a donné كل عام يعني نحب نحييه parce que ça parle du Taj Rassoul. Le texte c'est vraiment حاجة روعة. Et bon, Inch'Allah que le public appréciera cette chanson-là. J'en doute pas, j'en doute absolument pas. Voilà. Et donc, quand vous l'avez, on va dire, vous l'avez réenregistré l'année dernière, est-ce qu'il y a eu quelques petites modifications ou Bien sûr. À l'époque, c'était à la musique traditionnelle, c'était le banjo, des trucs, des instruments traditionnels. Maintenant, on a fait un petit peu changer le style, la salsa, on a modernisé un petit peu quelques rythmes, quelques instruments pour un petit peu faire un peu d'ambiance à cette chanson-là et voir la nouvelle génération par rapport à avant parce que le thème c'était باش نخلي la jeunesse تحب تسمع هذيك la musique هذيك parce qu'il y avait une genre de salsa, genre de rythme, un peu plus de rythme, de changement par rapport à la chanson elle-même, par rapport au rythme d'avant qu'on avait fait. Et sans ça, c'était la différence qu'il y avait, c'était avant c'était la musique traditionnelle, le oud, le kwetra, le banjo et tout. Maintenant c'était les rythmes qui changeaient dans cette chanson-là. Et bien sûr, après tout ce qui se passe maintenant, avec la technologie, tout ce qui se passe, on s'est dit que pourquoi ne pas changer, ne pas rester au même. Mais bon, c'est un projet que j'envisage à faire et terminer d'autres produits dans ce genre de trucs et moderniser la chanson algérienne dans le madih, dans la musique algérienne et en espérant faire quelque chose dans ce domaine-là, restant toujours le madih bien sûr et faire de la création de la musique, ma composition et ainsi de suite. Vu que j'étais formé dans un des conservatoires, j'avais fait l'andalou et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit comment se fait-il ce petit changement qu'il y a eu en vous, normalement vous deviez rester dans la méthode académique, musique andalouse, nouba et tout ce qui s'ensuit. Je dis ils ont des gens qui aiment cette musique-là et nous voulons faire selon la génération. Oui. Donc peut-être toucher un autre public? Oui, surtout parce que vous savez que surtout certains éditeurs, certains producteurs et tout, ils ne veulent que actuellement, bon c'est vrai qu'il y a Keynes ou ils veulent que quelque chose de rythmé, quelque chose d'ambiance, quelque chose qui fait crier un petit peu, oublier la situation qu'on vit et puis on est là pour donner une touche qui est une harmonie un peu moderne, un peu rythmée, un peu par rapport à la musique andalouse. On sait que la musique andalouse, il y a des gens qui viennent écouter. C'est vrai la musique andalouse. Moi, sur scène, je donne des spectacles de ce genre de musique. Justement, la dernière fois qu'on s'était vu, vous aviez c'était là avec le duo que j'avais fait avec Sami Seriab, le maître et son élève, l'Istimraria, la continuité. Et c'était ça le but, parce que revoir avec
des élèves qui sont virtuoses et faire un duo avec eux, c'est de montrer qu'est-ce qu'il est devenu cet élève-là, vu qu'il a fait une formation, il a passé l'école, il a fait l'association, il a fait une bonne formation, et il a donné quelque chose par rapport à ce que. Et en même temps, les professeurs aussi derrière étaient à la hauteur et surtout ont su, on va dire, mettre en avant et surtout mettre en lumière ce don qu'ils avaient. Et c'est quelque chose de très rare. C'est quelque chose de très rare qu'on en voit maintenant, un prof qui fait un travail avec son élève, malgré quel que soit son âge, que ce soit un âge qui est enfantin ou adulte ou quel que soit. L'essentiel, c'est qu'il montre qu'est-ce qu'il a donné cet élève-là à travers son professeur. Parce qu'actuellement, c'est vrai que, vu que pas mal de chanteurs qu'il y a maintenant, يوصلوا لواحد المرحلة يقول لك tiens maintenant je suis devenu quelqu'un de professionnel, je préfère être seul, je préfère avec mon groupe, alors que certains non, au contraire, ils sont fiers d'être avec leurs profs, c'est grâce à leurs profs qu'ils sont devenus et donné quelque chose à cette musique-là, vu que tout ce qu'ils donnent, يعني الحق, on se dit, tiens, pourquoi ils chantent par exemple du constantinois ou du mghrabi ou de l'algérois alors qu'il en a fait de la musique andalouse, pourquoi il ne reste pas dans ce style-là? Je dirais que ce genre de personnages, ils ont leur genre. Quand ils veulent donner quelque chose au public, ils sont là, ils sont prêts à donner, que ce soit dans la musique andalouse ou que ce soit dans la musique qui est rythmée ou quelque chose qui est dans le domaine, disons, de la variété, et faire un peu de tout, puisque grâce à la musique andalouse, نقولوا ربما انا على حسب ما فورماسيون كو جي فيها في الكونسرفاتوار يديك واحد اللي يغني النوبه ولا يغني المصدر ولا الاصوات نتاعو تتحسن يعني سي لا فوا elle devient riche parce que grâce للمصدر c'est quelque chose de très long, très lourd et tout, mais il y a une harmonie, et là c'est à travers ça travaille en fait la voix. C'est à peu près aussi. Une technique vocale, ça travaille dans ces cordes vocales, et c'est grâce à ça que certains élèves sont devenus, vu la formation que j'ai donnée, grâce à l'Nouba, l'Msaddar, le Btaïhi, vu que peut-être des gens ils savent ce que c'est, il y a des gens qui ne savent pas, mais c'est de la musique qui est très lente à écouter, la phrase elle-même, le harf hadak, tellement طويل, il veut toute une harmonie et tout, mais ça travaille, il le trouvera sur d'autres chansons, disons, variété algérienne, يقدر يغني القسنطيني, يقدر يغني المغربي, يقدر يغني الجزائري, et là كاين اللي عنده موهبة يعني don, voilà, ça vient avec le temps, c'est normal. Mais de toute façon, tout ce que les gens, je parle de moi-même par exemple. Pourquoi mon premier produit, ça a été une chanson que par rapport à la musique andalouse, et beaucoup de gens me posent la question, normalement vous devez nous donner quelque chose que vous avez fait comme étant formation. Je dis, écoutez, c'est vrai, il y a la scène, il y a des gens qui viennent à ce sujet-là, et ce produit-là, moi je généralise tout le monde. Je dois avoir une idée pour leur montrer que la musique andalouse, c'est grâce à la musique andalouse qu'on est devenu comme ça, grâce à la musique andalouse qu'on a pu donner quelque chose, une touche qui nous revient, et puis montrer que pourquoi ne pas composer la musique andalouse que de composer des musiques rythmées, ainsi de suite. Bon, c'est un projet que je pense, Inch'Allah. Vous avez envie de sortir de temps en temps des sentiers battus, s'inspirer d'autres choses peut-être. Voilà, c'est bien cela. Donc moi j'y pense à plus tard, Inch'Allah, pourquoi pas. J'en ai fait part à certains des amis que je connais artistiques, qui sont du domaine. J'aurais donné une certaine touche comme ça dans la musique andalouse, un petit naqlab comme ça, qui est ma composition. Je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Il vaut mieux continuer et créer quelque chose. Et j'avais parlé de ça, j'avais dit que pourquoi pas ne pas... Bon, c'est vrai que la nouba, c'est hajj tourat, c'est normal, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire une recherche. Pourquoi ne pas donner une touche algérienne, une touche de musique andalouse,
mais ça va être une composition de moi-même. Pourquoi pas en avoir une idée? J'ai fait ça sur scène et j'ai vu que les gens ont apprécié. Donc vous avez d'abord commencé, vous avez, on va dire, allez, vous vous êtes jeté à l'eau, vous avez commencé sur scène pour avoir le retour du public. Retour du public pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent, puisque c'est une musique, disons, musique andalouse, mais c'est une création, c'est un truc que j'ai créé. En sachant très bien que le public de musique andalouse sont des gens qui sont, on va dire, très à cheval. Il faut la garder telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Mais en fait, ils ont été. On est obligé. On est obligé de. Ça, c'est le barème qui dit ça. Il y a le rythme, il y a la mesure, il y a le morceau qui doit être juste. Il y a deux suppositions. Il y a le rythme qu'il faut le suivre, il ne faut pas sortir du rythme. Et bien sûr, la mélodie elle-même, il ne faut pas qu'elle soit déformée. Il faut qu'elle soit telle que claire, du moment qu'il y a juste après, il y a des paroles. Moi, j'ai gardé les paroles du texte de Taurat. خليت ما درتش une création تاع paroles جدد يعني de nouveaux paroles, mais j'ai fait une nouvelle musique tout en classant les paroles avec une nouvelle musique, paroles connues معروفين مثلا قمطرة مثلا. Quand on parle de قمطرة, j'ai pas laissé قمطرة telle que كيما الموافين نسمعوها. J'ai gardé les mêmes paroles et j'ai fait une autre musique dans le قمطرة et j'ai vu que les gens ces phrases-là, ces paroles-là, on les connaît, mais cette musique, non, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'écouter. Et là, c'est ce qui est bien, de voir le public, qu'est-ce que ça a donné. Donc, certains m'ont dit, pourquoi ne pas continuer? C'est un projet, j'ai commencé à faire ça. Bon, dans ce CD-là, j'avais commencé une seule chanson, mais le باقي c'était التراث, كل حاجة تراث, منهم مديح, منهم. Et entre autres, j'avais fait certains chansons, enfin, disons, شغالات, ماشي chansons, شغالات في الأندلس, في المديح, mais c'était ma mélodie. Les mélodies اللي درتهم أنا كما نقولوا مثلا الصلاة على محمد, عليه الصلاة والسلام, هذاك الناس كي تسمعوا بطريقة, وموالفين ils ont l'habitude de l'écouter dans telle mélodie. Moi, j'ai changé la mélodie et j'ai gardé les mêmes paroles. C'est pour voir ce que, tiens, est-ce que là, il y a une recherche dans la musique, vu que je suis resté dans le thème du rythme et en ayant une certaine ambiance, et c'est ce qu'il y a dans ce CD-là. Et là, je me suis dit, pourquoi pas ne pas continuer dans ce thème, garder toujours les mêmes paroles et chercher une musique, le temps qu'on trouve quelqu'un qui essaie de nous écrire حاجة في النوبة, parce que Nouba, on ne peut pas la toucher. Donc, faire de la création peut-être? De la création. Madame, il y a une création mélodique, maintenant de la création paroles. Et là, c'est مازال ما لقيناش يعني ناس اللي يقدروا يكتبوا على حساب المرمى هذاك الميلودي elle-même. Bon, Inch'Allah, vu qu'on a une idée, et nous espérons donner quelque chose à plus tard. Et en même temps, vous donnez comme ça la chance à certaines personnes qui peut-être n'oseront pas toucher ou peut-être n'oseront pas écrire, le feront et se diront pourquoi pas, puisqu'on a pu peut-être changer un peu la mélodie, aller sortir un petit peu des sentiers battus, pourquoi pas ne pas essayer d'écrire de nouveaux textes. Inch'Allah, on trouvera quelqu'un, il pourra être parmi nous. On aimerait bien toucher les gens, ils aiment la musique andalouse et ils veulent l'écrire, parce qu'actuellement, vous savez que la musique andalouse, c'est un peu délicat pour certains. كاين يقول لك لا ما نحبش نسمع المصدر, سي تري لون ويرقدني وهذه, وماذا بينا حاجه تزهي, حاجه اللي تشطح, حاجه اللي هكذا يعني. Je suis d'accord avec eux sur certains, mais je leur dirai que grâce à cette musique-là, qu'on pourra vous faire de l'ambiance, que vous pourrez faire de la musique et une recherche à nous. C'est grâce à ça. Oui, alhamdoulilah, on a d'autres publics qui m'écoutent, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, très bien. Donc, on rappelle juste le titre de votre album. L'album, c'est Taj Sol. C'est le titre de l'album, vu qu'il y a d'autres, que chacun a son minutage. C'est toujours dans le thème Madih, parce que kharajtou à l'occasion du Mawlid Nabawi Sharif, et en créant un groupe Al-Asil,
que j'avais avec ce groupe assez animé l'année passée. C'était la fin d'année de l'école ISNA, là où je suis. Ils ont fait une fin d'année de leur école. J'avais fait le groupe, j'avais participé avec ce groupe-là. Et éventuellement, dans certaines émissions que je suis passé avec ce groupe-là, que je viens de commencer, démarrer avec le groupe, vu qu'il y a toujours l'association à son tour, et le groupe a son moment, sa création. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Boumaza. Merci. On aura l'occasion d'écouter Tajr Soul. Donc, Inch'Allah, on aura l'occasion de l'écouter déjà pendant l'émission de Bonjour d'Algérie, parce qu'en fait, on essaye à travers notre émission de mettre en avant tous les artistes algériens et tous les talents que nous avons à travers le territoire national. Merci encore. Merci beaucoup, Monsieur Boumaza. Et Mawlid Nabawi Sharif. Oui, voilà, justement à la même occasion. Je dirais, Inch'Allah, كل عام والأمة الإسلامية بخير مولد النبوي الشريف بالصحة والهنا ومولدهم بالصحة والهنا ينعاد عليهم كل عام بالخير والصحة. Je remercie l'émission Bonjour d'Algérie, Yazid et son équipe, voilà, toute l'équipe qui sont derrière, les caméramans, toute l'équipe qui ont été avec nous. Inch'Allah نتمنى لهم الصحة والهنا كل عام وهم بخير إن شاء الله. Merci à vous et Inch'Allah à la prochaine. Merci beaucoup, Monsieur Boumaza. Et donc un événement qui va se dérouler donc demain au TNA à 19h. C'est à l'occasion du 110e anniversaire du séjour du grand compositeur hongrois Béla Bartók, donc en Algérie. Alors, l'ambassade de Hongrie organise sous le haut patronage du ministère donc, de la Culture c'est une musique et danse folklorique. Ça se passera donc, comme je vous l'ai dit, donc, au TNA demain à 19h. Et alors, la troupe s'appelle, j'espère que je n'écorcherai pas le nom, c'est Korsomanti Tansegiat. Voilà, Tansegiat. Voilà, c'est donc demain au TNA à 19h. Soyez nombreux pour cette représentation. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. Je vous dis merci de nous avoir suivis et restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Merci et au revoir. زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه صلوا على بن صلى الله عليه فارس مكة والمدينة صلى الله عليه صلوا على بن آمينة صلى الله عليه فارس مكة